C'est dans les prairies sous-marines qu'il faut s'aventurer pour découvrir l'hippocampe. Le voici. Un poisson bien étrange qui nage à la verticale, ne possède pas d'écailles et dispose de branchies réduites à un simple petit trou. Ces singularités ne l'empêchent pas d'être un remarquable chasseur ou un aspirateur comme vous voudrez. Démonstration avec une petite crevette. Mais si l'hippocampe a le ventre gonflé, ça n'est pas parce qu'il a trop mangé, c'est parce qu'il s'apprête à accoucher. Et oui, après avoir incubé plus d'une centaine d'œufs dans sa poche ventrale, c'est monsieur qui donne la vie. Les petits ont beau être nombreux, les hippocampes restent menacés. 20 millions d'entre eux sont pêchés chaque année dans le monde. Voici la crevette rose ou bouquet rose après la cuisson. C'est la pêche à pied, attention, elle est réglementée, qui va générer ces derniers jours. Mais revenons en arrière, comment est née notre crevette? La femelle va porter jusqu'à 5000 œufs sous l'abdomen et pendant 8 à 15 jours, elle va faire preuve d'un sens maternel remarquable. Son obsession, la ventilation de la ponte. Regardons d'un peu plus près à quoi ressemble l'œuf. On distingue déjà les yeux et voici venu le temps de l'éclosion. En quelques instants, les larves sont livrées à elles-mêmes. Une singularité, elles naissent mâles et le resteront durant 2 ans pour finir femelles. Quoi qu'il en soit, les adultes se montreront capables de dévorer plus grand qu'eux. Quel rapport entre un bécasseau et un pêcheur? Eh bien, tous deux sont obsédés par l'arénicole, l'un pour s'en nourrir, l'autre pour ses appâts. L'arénicole, c'est un ver de sable. C'est lui qui laisse la trace bien caractéristique de trous et de tortillons sur la plage. Allons voir dans son univers comment s'organise notre animal. Pour creuser sa galerie à quelques dizaines de centimètres de profondeur, rien de plus simple. Il se gave de sable qu'il rejette par le tube digestif. Il construit son logis tout en se nourrissant des particules récupérées. On a compté près de 150 individus au mètre carré. À l'évidence, le petit ver de sable est un grand acteur du littoral. Sous les pieds, convenons que le tapis de balane n'est guère confortable, mais on aurait tort de mépriser ce crustacé. Et oui, un crustacé si passionnant qu'après son grand voyage conduisant à la théorie de l'évolution, Charles Darwin se consacra à cet animal. Mais revenons à nos rochers. C'est à marée haute que les balanes vont s'activer, les cils sont sortis et vont balayer l'espace pour capturer le plancton nourricier. Apparemment, la balane reste figée à son rocher, mais elle peut jouer les vagabondes à l'état de larve et son voyage improbable pourra même la conduire à coloniser la tête des baleines. Pour se fixer, elle sécrète un ciment très efficace que l'homme a reproduit afin d'obtenir des cols à usage médical. Le soleil et la mer, tels sont les ingrédients nécessaires à l'épanouissement des diatomées, ces algues planctoniques. Pour en savoir plus, un simple prélèvement au bord de l'eau, ensuite on grossit l'image. Premier constat, la densité. Elle constitue la moitié du plancton végétal des océans. Les diatomées se singularisent aussi par leur architecture, une seule cellule entourée d'une coque en silice. Mais ce végétal marin ne joue pas seulement un rôle dans la chaîne alimentaire, même mort, il se montre utile. La terre de diatomée datant du secondaire est extraite pour finir sous forme de détergent, d'abrasif ou encore de base pour les peintures. Avec les diatomées, on a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Montée sur plusieurs centaines de pieds hydrauliques, l'étoile de mer à 7 branches pénètre sur le territoire des Ophiures. Ses cousines sont au menu. Mais l'étoile de mer peut tout aussi bien se contenter de moules ou du cadavre d'un poisson. En pareil cas, elle projette son estomac hors de sa bouche pour satisfaire son appétit. Démonstration en accéléré. Au cours de ce repas pentagruélique, l'étoile de mer sécrète des sucs digestifs et absorbe le liquide ainsi obtenu. Une telle efficacité n'est pas toujours appréciée par les mytiliculteurs, les éleveurs de moules, lorsque les étoiles de mer passent à l'attaque. Laissée par les plus hautes vagues, voici ce que l'on appelle la laisse de mer. Une sorte de cimetière d'algues et d'animaux apparemment sans importance. En réalité, ce cordon de déchets organiques est un véritable univers de vie. Parmi les occupants, la puce de mer. Rien à voir avec le parasite de votre chien, elle, c'est un crustacé qui ne vous piquera jamais. Son rôle, devenir éboueur de la fameuse laisse de mer. Mais ce petit univers marin va jouer un autre rôle essentiel. Il va favoriser la colonisation des premières plantes dunaires, des plantes indispensables pour fixer la dune. Problème, la laisse de mer, charnière du vivant, devient un dépotoir et finit par perdre son indispensable fonction. Même si elles ne sont pas les bienvenues, on ne peut nier la grâce des méduses qui existaient bien avant l'arrivée des dinosaures. Parmi les singularités, sachez que la méduse est composée à 95% d'eau et que les débuts de sa vie, elle les passera telle une anémone fixée appelée polype. Chaque petit polype, sorte d'empilement, va ensuite se diviser afin de générer des larves. Les voici les futures méduses. Mais évidemment, ce sont ces capacités urticantes qui nous touchent le plus. Laissons donc les méduses aux tortulutes, car elles aiment ça. Un véritable feu d'artifice sous-marin, l'anémone se donne en spectacle. Méfiez-vous pourtant des apparences. L'anémone, cette paisible et élégante créature, se révèle en fait être un terrible prédateur. Telle une plante carnivore, mais il s'agit bien d'un animal, elle attire, capture et digère sa proie avec une efficacité redoutable. Démonstration dans les eaux bretonnes. La crevette imprudente se fait capturer et voilà les éperons venimeux et meurtriers qui sont lancés sur sa proie. Reste à digérer le tout. Attention, même pour l'homme, les irritations peuvent être dangereuses. Nous sommes à 2 km au-dessous du niveau de la mer. Et c'est ici que, contre toute attente, on découvrait, il y a quelques 35 ans, que la vie pouvait s'épanouir dans un univers surchauffé et riche en soufre et en métaux lourds. Pour en savoir plus, l'équipe de l'Ifremer a décidé de prélever, parmi quelques 600 espèces identifiées, des crevettes et des crabes vivants, une première mondiale. Les animaux ramenés à terre ont rejoint un caisson pressurisé spécialement conçu pour maintenir en vie. Une première mondiale. Les crabes et les crevettes des abysses semblent s'être accommodés de leur nouvelle vie. Reste à savoir s'ils nous livreront leurs secrets.
Avez-vous déjà songé au stress du bigorneau? Voilà un petit gastéropode qui doit sans cesse affronter la moitié du temps sous l'eau, l'autre au sec. Une température passant de 15 à 40 degrés en quelques minutes. Ou encore la salinité qui ne cesse de bouger. Alors la réponse du bigorneau, c'est s'enfermer. Cela dit, pas question de perdre l'appétit, le bigorneau est un brouteur. Il broute et se déplace pour se gaver toujours plus, mais son talent d'adaptation, admiré par les scientifiques, ne l'épargne pas de l'essentiel. Il arrive en tête de liste des gastéropodes marins les plus consommés. « 20 000 lieues sous les mers », tel pourrait être le qualificatif de la coquille Saint-Jacques qui doit rester constamment sur ses gardes. Son ennemi juré, l'étoile de mer. Et si notre coquille Saint-Jacques peut la localiser grâce à des tentacules détecteurs de stimuli chimiques, la solution, c'est la fuite. Reste que le vrai danger vient de l'homme. Après une surpêche désormais bien réglementée, les pêcheurs ont décidé de favoriser la reproduction. Ici, on élève des larves, mais il faudra attendre 3 ans avant qu'elles soient en mesure de donner la vie. Désormais bien formé, le naissain va rejoindre son milieu naturel. Et si les circonstances le permettent, ces jeunes coquilles Saint-Jacques pourraient atteindre l'âge respectable de 20 ans. À l'origine, l'huître sauvage française, c'était elle, l'huître plate. Elle fut domestiquée. Tout commence par ce zooplancton qui va se développer en pleine eau au point de donner ses larves. Reste à lui proposer un site accueillant. Ces tipis sous-marins feront l'affaire. Ainsi, ces jeunes huîtres développeront leur capacité de championnes du filtrage grâce à leurs branchies. Quelques mois plus tard, il restera à récupérer le naissain pour le faire grandir dans des parcs spécialement conçus. Mais il faudra attendre 3 ans avant que l'huître s'invite à la table des hommes. A priori, un port de plaisance, c'est fait pour amarrer les bateaux. Mais ce parking aquatique peut aussi faire le bonheur du petit peuple de la mer. À 2 mètres sous l'eau, voici la jungle aquatique qui a colonisé les lieux. Ici, les sabelles, ce panache de serpulles sert à capturer les proies. Ceux-là sont des comatules, sortes d'étoiles de mer fixées à la roche. Et voilà les sionnes. Elles vivent toujours en colonie. Les poissons comme ces lançons font aussi partie du cortège. En tout, les océanographes ont recensé plus de 20 espèces au mètre carré. Leur présence sert d'indicateur et ici, les eaux sont propres. Voici les premières vagues qui vont satisfaire l'oursin. Figé à marée basse, le voilà à l'action. Ne vous fiez pas au piquant, ce sont ces pieds ventouses qui méritent l'attention. Ils seraient près de 20 000 et oui, les scientifiques les ont comptés. Ils servent à se déplacer bien sûr, mais aussi à voir. Maintenant, je vous propose d'assister à l'événement « La naissance de l'oursin ». La femelle libère ses ovules de même que le mâle des spermatozoïdes et la fécondation aboutira à une larve. Démonstration de l'évolution en accéléré. En 1 mois, la larve s'est transformée en bébé oursin capable de commencer à brouter. Il faudra encore 2 à 3 ans avant qu'elle devienne l'adulte que l'on connaît.
Parfois, la mer est trouble. Explication, elle est chargée de plancton. Et quand on boit la tasse, c'est un véritable plateau de fruits de mer que l'on ingurgite. La preuve, la voilà, un bouillon de vie. Dans ce zooplancton, certains animaux resteront en l'état, d'autres grandiront. Alors à ce stade de l'histoire, on va se livrer à un petit quiz. Que deviendra celui-ci? Un crabe. Et celui-là, un homard. Facile pour ce dernier, un poisson. En fait, le zooplancton, c'est l'indispensable chaînon. Sans lui, pas de vie dans les océans. Convenons-en, la moule, on la connaît surtout comme cela, prête à être servie. Mais quel est son destin à l'état sauvage? D'abord, elle peut se déplacer, ici en accéléré, pour choisir le meilleur emplacement. Ensuite, il lui faut manger. Ces branchies vont lui servir à la fois d'organe respiratoire et de filtre à nourriture. C'est ainsi qu'elle peut capturer des particules d'1 millième de millimètre. Tout à son affaire, la moule ne verra pas venir l'intrus, le crabe pinotère. Ce dernier ne l'attaquera pas plus qu'il ne lui volera sa nourriture, non. Il cherche seulement un abri et, bonne fille, la moule s'en accommodera. En mangeant des moules, on a parfois le témoignage de ce sens de l'hospitalité. Une eau à 28 degrés, des récifs coralliens plongeant à 45 mètres, la Guadeloupe s'illustre comme un véritable aquarium à ciel ouvert. Parmi les habitants, l'opistognate, sa singularité, dépendre d'un trou qu'il creuse avec sa bouche et qu'il entretient régulièrement. Comble du raffinement, des cailloux sont disposés pour établir un véritable mur. L'opistognate peut ainsi rester 8 heures dans son trou pour échapper aux prédateurs. Ses œufs, dans la bouche du mâle, c'est la femelle qui lui a confié. En bon père, il considère que c'est ainsi qu'il protégera au mieux la future génération. Une semaine plus tard, c'est l'éclosion. Ensuite, les jeunes sont livrés à leur destin. Que cherchent ces pêcheurs à pied soumis à une réglementation extrêmement rigoureuse? L'ormeau, un gastéropode qui ne se déplace que pour brouter jusqu'à 20 mètres de profondeur. Mais ce brouteur a aiguisé notre appétit au point de connaître un grave déclin. L'aquaculture pourrait s'inscrire dans les solutions. Ces juvéniles gardés en bassin sont chargés de promesses. Il leur faudra pourtant 3 à 5 ans avant d'atteindre une taille commercialisable. En attendant, c'est en haute mer que les précieux ormeaux sont régulièrement ravitaillés. 10 kilos d'algues fraîches seront nécessaires pour 1 kilo d'ormeaux. Viendra enfin la mise sur le marché. Notre gastéropode pèse plus de 100 grammes, dont 40 seulement sont comestibles. Pieuvre ou poulpe, ne cherchez pas, il s'agit du même animal. Un animal jugé particulièrement visionnaire si l'on s'en tient aux exploits de Paul le Poulpe lors de la Coupe du monde de football en 2010. Un animal en tout cas doué de raison. Les scientifiques l'ont vérifié, dans ce laboratoire, un poulpe se montre capable de dévisser un bocal pour en extraire sa proie. Dans la nature, cet animal aux 3 cœurs et aux 9 cerveaux peut se montrer confiant, stratège ou effacé. Autant de comportements qui méritent la curiosité et le respect.
C'est là où les vagues se font les plus violentes que le pousse-pied, un crustacé malgré les apparences, a choisi de s'installer. L'union faisant la force, il ne survit qu'en rassemblement et pour manger, une forêt de panache capture le moindre micro-organisme. Mais le pousse-pied est un animal fragile. Si toutes les conditions de vie ne sont pas remplies, c'est le déclin des colonies. Le déclin s'explique aussi par une pêche restée longtemps abusive, même si le pousse-pied se mérite. Ici en Espagne, le prélèvement relève du sport de haute voltige. À 150 € le kilo, tous les risques sont permis. En France, une réglementation a limité les prélèvements. Bonne nouvelle pour les pousse-pieds qui peuvent espérer 20 ans de longévité. Autant la roussette est fugitive dans son milieu naturel, autant elle laisse des traces que chacun peut retrouver sur l'estran. Voici un œuf de roussette fraîchement pondu. En 200 jours, la vie va prendre forme dans cette coquille que l'on appelait autrefois les bourses de sirène. Attention, le spectacle du vivant va commencer. Notre bébé est déjà formé, on distingue même le cœur battant. Quelques jours plus tard, le futur requin montre de l'impatience. Et le voici enfin libre. Adulte, il n'aura plus à craindre pour sa peau qui fut longtemps utilisée pour polir le bois. On l'appelait peau de chien. Rappelez-vous, à la Bastille, Nini peau de chien, bien c'était la vendeuse de peau de roussette. À l'évidence, la seiche n'a pas peur du paraître. Elle affiche toutes les couleurs illustrant ses états d'âme. En fait, si la seiche est la reine du camouflage, sa priorité à la fin du printemps, c'est la ponte. On l'appelle le raisin de mer et il peut compter plusieurs centaines d'œufs. Près de 2 mois plus tard, voici l'événement, la naissance des bébés sèches, véritable modèle réduit. Pas bête la seiche, dès le premier âge, elle est capable d'apprendre et de mémoriser au même titre que les oiseaux ou les mammifères. Cette performance ne garantira pourtant pas sa longévité. Au mieux, elle peut espérer 2 ans. C'était Microcéan avec Suez Environnement et le parc Océanopolis Brest.